je venais avec toi. Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires. Moi, je travaille dans la science-fiction depuis un petit moment, et puis on voyait bien, en sortant du Covid, le monde allait pas très bien et qu'il allait pas aller forcément mieux demain. Et puis moi, je voulais faire un film pour enfants. J'avais fait un petit dessin que j'avais envoyé à mon associé Félix de Givry, et il m'avait dit, en lui disant, ah, regarde, c'était une petite tête qui sortait du ciel, et j'avais tracé des couleurs derrière lui, et c'est un enfant arc-en-ciel, quoi. Et je lui avais dit, ah, regarde, j'ai trouvé ce personnage, ça pourrait être super pour un clip et tout. Il m'a dit, mais non, Hugo, c'est pas un clip, ça, c'est un long métrage. Et puis on a commencé à travailler avec l'écriture ensemble, et puis on avait créé notre société quelques années avant, et on avait envie de faire de la fiction, et on structurait au fur et à mesure la boîte autour de ça. Et donc en même temps qu'on écrivait avec Félix, ben, la boîte se structurait autour du projet, et je sais pas comment dire, mais pour revenir à la question, on avait envie de faire une science-fiction qui, qui, qui fasse des projections autres que des projections déprimantes. Parce que on se disait c'est pas possible. Et puis moi j'avais envie d'être papa, et je me disais c'est pas possible. On va pas laisser que des choses déprimantes à la génération qui vient, et à la génération d'aujourd'hui, quoi. Et on avait envie de créer une sorte de récit qui disait à tout le monde, ok, tout va bien se passer, mais il va falloir faire confiance en les forces de l'imaginaire, en les forces des petites choses. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu un film d'anticipation dans l'anticipation, hein, Ouais, d'une ouais. certaine manière. Et il y a quelque chose il y a une phrase en fait dans ton film qui m'a marqué, qui je suggère est un petit peu aussi ce que pense le réalisateur. Il y a un moment où la petite est au supermarché, puis elle croise un autre gamin, et puis qui lui dit ah, on fait des provisions, on va faire des stocks parce que grosso modo il va y avoir un couvre-feu à nouveau de toute façon Ouais. confinement, parce qu'une catastrophe qui arrive. Et à ce moment-là, elle lui dit mais de toute façon ton père il dit toujours ça, en gros que c'est la fin du monde, enfin que ça va s'arrêter. Et je trouve que ça représente bien ton film, l'idée de se dire de mettre un petit peu quand même d'optimisme, Ouais. parce qu'on a souvent tendance à broyer du noir, c'est notre époque. C'est ça, ouais. Et aussi, il y avait une phrase qui revenait souvent après les gilets jaunes, pendant le confinement, c'était on veut que les choses changent, on veut que les choses changent, on veut que les choses changent. Mais en Occident, on a oublié ce que ça coûte, le changement. Moi, j'ai grandi dans des pays en guerre, ou dans des pays en crise, dans des pays en phase de changement, et ça coûte très cher, le changement. Et je me disais, mais c'est bien d'avoir ce vœu pieux, on veut tous que les choses elles évoluent, que les choses changent, mais le changement a un coût, et est-ce qu'on est prêt à le payer? Et je voulais aussi mettre en scène ça, et dire aux enfants, bah, Iris, elle veut que les choses changent, mais ça coûte. Ça coûte tout. Je veux pas essayer de pas déflorer le film. Ouais. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose que je trouve symboliquement très beau, hein, la métaphore finalement de l'arc-en-ciel. Les gens oublient que même quand il pleut, finalement quand on est dans l'ouragan, il y a quand même quelque chose de beau qui peut apparaître. C'est ça, et l'arc-en-ciel, de tout temps, ça a été un symbole d'espoir, ça a été un symbole de la fin de la pluie, ça a été un symbole du lien avec l'au-delà, mais au sens au-delà de notre imagination. Et donc, et puis c'est fugace aussi, c'est quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Et voilà. Et encore une fois, le truc, c'était de dire, voilà, faisons confiance à ces petites intuitions, à l'observation du monde, regardons-le en face. Oui, c'est aussi l'image de ce petit enfant qui communique avec les oiseaux, qui reconnecte avec la nature, et qui montre aussi un avenir qui est un petit peu différent. Ouais. Alors, en termes d'animation, comment vous avez travaillé? Est-ce que vous étiez une petite équipe? Est-ce que vous étiez nombreux? Parce que moi, j'ai été vraiment touché par la qualité, la fulgurance des images. C'est d'une vivacité assez folle. Parce que toi, tu viens du monde de la BD, mais tu as fait des courts-métrages aussi. Enfin, tu peux mélanger les deux. Bah, moi, je viens de l'animation parce que j'ai fait les Gobelins. Je suis allé vers la BD, mais je suis allé vers la BD, mais ma formation, c'est l'animation. Et puis, je suis producteur d'animation. On a créé Remembers pour produire aussi d'autres personnes d'animation. On produit des courts-métrages, des clips, des pubs, enfin, en fait, on fait beaucoup d'animation. Et avec Félix, qui est mon associé. Et c'est quoi la question du coup de l'équipe? L'équipe, en fait, au début, c'était Félix et moi qui écrivions. Ensuite, écrivions, et moi je dessinais aussi en parallèle le storyboard. Donc voilà, on avait tout ce matériel de storyboard avec plein de versions de storyboard. Et après, on a fait l'animatique. Là, on est passé à 4 personnes pour l'animatique, et où on prenait le board et on le mettait un peu en pré-mouvement, en mouvement.
Et après, progressivement, en fait, on a commencé le layout et on est passé, on va dire, à une vingtaine, 22. Mhm. Puis il y a eu les gens des décors qui sont arrivés, donc on est passé à 50. Et puis ensuite, il y a les animateurs et les animatrices qui sont, enfin, quand il y a les animatrices qui sont arrivées. Et là, on est passé, on va dire qu'on a eu un pic à 100 et quelques, mais en tout, il y a 300 personnes qui ont bossé sur le film. Oui, quand Quand même, même. ouais. Donc c'est à la fois une petite équipe parce que c'est C'est- pas à Hollywood, c'est pas genre, ou même Ghibli, ou qui ont 400 personnes pendant 3-4 ans. Nous, c'était, on va dire, au pic, c'était 100, 120 personnes sur un an. Voilà. Mais même pas sur 6 mois, je pense. Et vous avez aussi réussi à impliquer beaucoup de personnes du monde du cinéma aussi pour Mm. le doublage. Mm. Comment vous avez réussi à les approcher, à les convaincre de l'intérêt du projet? Bah, on a eu de la chance parce qu'avec Félix, on s'est rencontrés sur le tournage d'Eden, Ok. de Mia Hansen Love. Il jouait le rôle principal, moi je jouais un rôle secondaire et surtout j'étais la main. Je faisais beaucoup de décors sur le film. Et en fait, sur ce film, on a rencontré toute une génération d'acteurs. Il y avait Vincent Macaigne, il y avait Golshifteh Farahani, Vincent Lacoste, et puis enfin bref, plein d'autres gens. Et donc, ben, via Golshifteh, on a rencontré Louis Garrel, donc Mhm. ben, et en fait, et via Lacoste, on a rencontré William Legbill. Et en fait, on est devenus un peu amis. Enfin voilà, et surtout Félix avec certains d'entre eux. Mais moi, par exemple, Vincent Macaigne, pour être plus précis sur lui, c'est la personne que je croise le plus à Paris. Je sais pas pourquoi, mais on se croise au supermarché. Tout d'un coup, je suis dans un bar et il est là. Je suis avec ma poussette et mes enfants et il est là. Et on se dit, depuis 9-10 ans, on se dit, putain, vas-y, viens, on fait des trucs, on fait des trucs, on fait des trucs. Et là, bah, j'avais ça et puis bah, c'était trop joyeux parce que ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait que voilà, quoi. C'était... Après, et puis par exemple, Alma Jodorowsky, Ouais. bah, c'est pareil, c'était une évidence, c'était une amie, et puis enfin, j'aimais sa voix, il y avait un truc de hyper naturel. Swan Arlo, c'est la seule que je connaissais pas. D'accord. Mais Swan, je pense qu'aussi, vu qu'il y avait les autres qui étaient là, et puis le projet lui plaisait, et puis lui, il était en train de faire Swan Island. Ok. Et en fait, il se trouve que moi, j'ai adapté Swan Island en bande dessinée il y a très longtemps, et qu'il avait lu mon adaptation. Et donc, je pense que aussi, il y avait des concomitances comme ça. Voilà. Je me demandais aussi dans quelle mesure, donc toi qui as un parcours qui est hybride, hein, de l'animation, toutes ces Oui. écoles par lesquelles tu es passé, mais également le monde de la BD, dans quelle mesure le monde de BD t'a apporté aussi pour l'écriture et Ouais. pour la réalisation d'Arco? Est-ce que la pratique du storyboard est quelque chose que tu as vraiment utilisé complètement dans le cadre de ton œuvre d'art? Alors là, on découpe pas du tout la même manière en BD qu'en storyboard, enfin, parce que c'est deux manières de faire. En BD, on joue avec la temporalité de la case et de la page. Oui, c'est la contrainte. Ouais, et en animation, en film, en cinéma, en fait, on joue que avec du temps qui déroule, qui défile. Et du coup, c'est pas du tout la même manière de penser les choses. Donc, je dirais que c'est pas sur cette notion-là, sur notion de storyboard. C'est plus qu'en fait, en animation, c'est tellement cher de faire de l'animation que, par exemple, moi, du coup, j'ai trouvé le moyen, c'était de faire des clips au lieu de faire des courts-métrages, parce que le clip arrivait avec son financement un peu. Et moi, j'avais une histoire et je le proposais à des maisons de disques et ils me disaient, ok, ah super, ça ira avec tel artiste, super. Euh, mais euh, mais en animation, très vite, on est bloqué à un minutage. Ouais. Voilà, parce que ça coûte cher. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, le meilleur moyen de raconter des histoires plus longues, plus rapidement et en ayant m- moins de contraintes au début et puis pour m'entraîner, bah, c'était la bande dessinée, puisque ça me permettait de raconter avec le dessin, qui était mon métier, quelque chose de plus ample bah, que en animation au début. Et puis, bah, j'ai fait mes armes un peu de narrateur en bande dessinée, mais toujours en continuant à faire de l'animation. Je faisais des clips, je faisais des pubs, voilà, et puis je produisais aussi les objets de ceux que je produis, des réalisateurs avec lesquels on travaille aussi au studio, et donc voilà. Et puis à un moment donné, Préférence Système, on m'a demandé beaucoup de l'adapter au cinéma. J'ai eu énormément de demandes, et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de faire une adaptation, parce que ce qui me gêne au cinéma, c'est qu'on voit beaucoup d'adaptations, et je me dis, quand est-ce qu'on crée des objets pour le médium? Ouais. Et donc je me suis dit, maintenant, je vais leur proposer quelque chose. Et j'avais commencé à chercher, mais c'est vraiment quand j'ai trouvé ce dessin que je l'ai envoyé à Félix que qu'on s'est dit, bah c'est ça. Voilà, Ce qu'il faut faire. ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et, et voilà. Ça, c'est rigolo. Il y a quelques années à Annecy, il y avait Jérémy Perrin qui était là. C'était une autre forme de SF, Ouais. tout aussi séduisante, mais dans un registre différent. Mm. Est-ce que toi, tu dirais du coup qu'on peut te qualifier parmi les auteurs de SF optimistes? Il y a eu la même terminologie à l'époque Ah ouais? entre Asimov et d'autres auteurs aussi qu'on essayait de classer, parce que il y avait deux visions de la SF, mais c'était un siècle plus tôt, quoi. Et ton école, peut-être, est devenue rare aujourd'hui.
Bah, je pense que je vais me garder de me définir moi-même. Je pense que le monde s'en occupera très bien. Ouais. Mais en tout cas, on essaye de faire du bon boulot, quoi, c'est tout. Et je me demandais juste aussi une dernière chose, parce que j'ai aussi envie de laisser la surprise aux auditeurs. Est-ce que tu as également une pratique du jeu vidéo? Est-ce que tu es influencé aussi par le jeu vidéo? Il y a certains Euh, passages aussi qui ont pu m'y faire penser. En fait, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo à 18 ans. Ok. J'ai joué pas mal euh, à des jeux genre Super Mario, enfin voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, je jouais. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je développais une pratique, je développais un savoir-faire. C'est-à-dire que Ouais. des réflexes, voilà. Et je passais beaucoup de temps à faire ce truc, à développer des skills, comme on appelle, Ouais. dans un espace qui ne servait à rien dans la réalité. Et je me dis, mais en fait, mais je dessine, pourquoi est-ce que je passe pas ce temps à exercer un truc qui va, à pratiquer quelque chose qui va exercer sur le monde réel Mhm. des choses. Et donc, en fait, c'est là où j'ai arrêté complètement et j'ai plus jamais retouché aux jeux vidéo. C'est que, en fait, je me suis dit, mais tout ce temps que je passe, enfin, pas bêtement, mais tout ce temps que je passe, que je dépense, en fait, à m'entraîner à ça, ne me servira à jamais à rien dans la réalité. Même, par exemple, on peut se dire, ah bah, si t'as joué à Counter-Strike des millions de fois, peut-être que dans une situation de guerre, bah, tu t'en sortiras mieux. Et bah, même pas, parce qu'en fait, t'as jamais eu le cœur qui battait vraiment comme ça, t'as jamais, voilà. Donc peut-être que t'auras trois pauvres réflexes, mais en vrai, et puis avec tes doigts, mais en vrai, t'auras pas de manette à ce moment-là. Donc, bref, je pense que, voilà, moi, je me suis dit, ah, je vais développer des skills, mais pour le réel, d'où mon rapport aux jeux vidéo aujourd'hui. Et c'est aussi ça, du coup, qui t'a poussé à travailler ton dessin, je veux dire, avoir une pratique acharnée. Bah, j'ai commencé à 7 ans avec Dragon Ball, parce que ça m'a donné envie de dessiner tout le temps. Génération Dragon Ball. Après j'ai découvert bon toute la BD franco-belge et puis après Miyazaki et donc là bah, c'est comme des sorts qu'on te jette et on te dit bah en fait tu vas faire ça et c'était parti. Mais c'est vrai que le jeu vidéo déjà j'y jouais pas énormément mais le peu que je jouais en fait ça m'a sauté aux yeux vraiment je me suis dit ouais Sans sentir mais le même en délire. fait des rapports humains tout est entraînement même comment s'adresser à l'autre. Puis tu peux développer ton langage pour, euh, pour définir mieux les choses, pour que l'autre te comprenne mieux, et tout est. Et je me suis dit, ah tiens, bah, moi je vais perfectionner plutôt ça que ça. Et juste pour avoir plus de contrôle sur le réel, pour pouvoir un peu plus imprimer le réel que de simplement. Parce que sinon, je vais être dépendant du réel, alors que je peux le rendre dépendant de moi un peu. Voilà, ça. C'est aussi ça, apporter ta marque d'auteur, en fait, Ouais, au réel, en je quelque pense. sorte. Puis enfin, je voudrais juste parler de ça pour conclure cette interview. Il y a le trio de personnages qui est assez hilarant. Moi, ça m'a Ouais, fait penser à la Team Rocket quand j'étais jeune. ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais. Un petit côté décalé. Et c'était pas mal d'apporter cette note d'humour aussi dans le film, parce que rappelons-le quand même que au-delà de la note d'espoir qu'il y a dedans, c'est aussi un film qui est c'est vraiment dosé sur l'humour. Ouais, j'avais envie que ce soit un film vraiment enfin, ouais, d'aventure, de science-fiction, de fantasy aussi un peu, et et qu'on et qu'on et qu'on passe par une gamme d'émotions, et donc par le rire aussi, par les larmes des fois, voilà, et par la peur aussi. Et du coup, ouais, je trouve que c'est ça en fait, raconter des histoires, c'est faire osciller le spectateur entre ces différentes choses et si on réussit bien notre travail, normalement, il est passé par ces moments-là et moi en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, c'est à proposer ça, cette expérience-là aux gens quoi. Ce sont les étapes charnières du récit, on Ouais. va dire. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On va Merci laisser beaucoup. les gens découvrir le film Mmh. lorsqu'il sortira en salle. Est-ce qu'on a déjà une date de sortie pour la France? Oui, a priori, c'est le 22 octobre. 22 octobre, bah, Ouais, c'est bientôt. On ouais, en c'est parlera bientôt. également cet Ce automne. qui paraît fou, mais c'est bientôt. Oui, j'imagine après Mmh. tant de travail acharné, Ouais, ouais, c'est clair. c'est un soulagement. Bah, merci beaucoup. Merci Et puis à bientôt et à sur vous. Mag. N'hésitez pas à nous suivre, vous abonner et puis à commenter. On a plein d'autres interviews qui arrivent et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao!